Merci d'être là aujourd'hui dans l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, la thématique, ça va être vraiment de voir les impacts de la sécurité, les impacts de la COVID sur l'insécurité alimentaire et le réseau de l'aide alimentaire à Montréal. Donc, je vais vous présenter les données, puis on va échanger sur les données préliminaires d'un rapport qu'on est en train d'écrire sur les impacts de la COVID sur l'insécurité alimentaire. Je suis Erika Salem, chargée de projet pour l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire au système alimentaire montréalais, qui est une des mobilisations de Montréal Métropole en santé. Donc, l'espace cuisine, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui n'ont jamais encore participé à un de nos événements? Pour l'instant, c'est des webinaires. C'est des événements qui servent à rassembler les personnes qui travaillent en insécurité alimentaire et pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et Montréalais pour avoir un espace pour partager nos outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises, des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et Montréalais, particulièrement les plus vulnérables. Donc, avec ce projet-là, on veut favoriser un partage de la compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire. On veut mettre de l'avant et promouvoir les approches les plus porteuses mises en œuvre à Montréal. Puis on veut renforcer la coopération entre les acteurs de la sécurité alimentaire et finalement harmoniser le travail qui est réalisé en sécurité alimentaire, comprendre un peu plus qui fait quoi. Au niveau des différents paliers, on est vraiment plusieurs centaines de personnes à travailler pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et Montréalais. Puis on tente de mieux comprendre finalement cet environnement-là, ce réseau-là de l'insécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, le webinaire, je vais tenter de vous présenter les faits saillants d'une première version du volet insécurité alimentaire du rapport bilan COVID. Donc on a réalisé au système alimentaire montréalais un bilan, je vais vous le présenter un peu plus tard, mais je vais vous présenter les faits saillants du volet insécurité alimentaire. Puis, on va tenter ensemble de relever des éléments essentiels qui seraient manquants dans ce volet-là. Donc, la limite de l'exercice, bien sûr, c'est qu'on a 1 heure et demie pour passer à travers une pléthore d'enjeux. Donc, on va essayer de se garder aux éléments essentiels, mais je veux quand même que vous soyez à l'aise de lever la main puis relever des éléments qui vous semblent vraiment manquants. Donc, aujourd'hui, ça va aller comme suit. Je vais vous présenter très rapidement la démarche pour la résilience du système alimentaire montréalais. Ensuite, on va passer à travers des statistiques et notions générales des impacts de la COVID sur l'insécurité alimentaire vécue. Ça va être des notions que vous connaissez probablement tout le monde, mais c'est bien de repasser là-dedans rapidement. Ensuite, l'élément le plus important, ça va être les points de rupture puis les adaptations structurantes qui ont eu lieu dans un premier lieu au sein des organisations communautaires actives en sécurité alimentaire, et dans un deuxième temps au niveau de la coordination, donc la coordination qu'il y a eu localement dans les quartiers, mais même aussi régionalement au niveau de l'ensemble du Grand Montréal. On va voir, je vais vous présenter certaines pistes, quelques pistes à prioriser pour renforcer la résilience du réseau. J'espère que jusqu'à maintenant, ça va. Donc, on saute rapidement à la démarche pour la résilience du système alimentaire montréalais. C'est un projet en soi de notre mobilisation qui vise à faire un bilan des impacts de la COVID sur le système alimentaire montréalais. En fait, c'est sur les principales orientations du plan d'action du Conseil du système alimentaire montréalais. Vous les avez en bas, les 5 principales orientations. Donc, c'est mon collègue Jordi Hubger qui est avec nous aujourd'hui, avec qui je collabore pour réaliser le volet insécurité alimentaire de ce bilan-là. À travers cette démarche-là aussi, il y a un volet de développement d'indicateurs de suivi du système alimentaire montréalais afin de mieux comprendre justement chacune de ces orientations-là, comment elles évoluent dans le temps, comment on fait en sorte d'avoir un système alimentaire plus durable et inclusif à Montréal, puis avoir des variables, des données qui nous permettent de suivre l'évolution de notre système alimentaire. Donc, pour le volet insécurité alimentaire, la méthodologie qui a été utilisée, on a fait une revue de littérature de plusieurs publications qui ont été réalisées autant au niveau du Canada, du Québec, de Montréal. Il y a eu une grande analyse de compte-rendu des différentes cellules de crise qui ont eu lieu à Montréal au niveau régional et local. Et puis, ces comptes rendus-là nous ont été envoyés à travers la dernière année, depuis finalement tout au long de 2020 par des cellules de crise locales.
et régionales. Ensuite, on a fait des entrevues avec des personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire, puis finalement, il y a eu des entrevues avec des différents intervenants en insécurité alimentaire. Évidemment, il y a des grandes limites à cette analyse-là parce qu'il y a une diversité incommensurable d'organisations qui assurent de l'aide alimentaire à Montréal. Donc, on ne peut pas avoir une vision complète et totale de tout ce qui s'est passé, mais on tente d'avoir au moins une vision globale. Puis finalement, il y a encore des données qui sont en cours de production. Donc, c'est sûr qu'on peut se limiter à ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, passons rapidement sur les impacts sur l'insécurité alimentaire à Montréal. Donc, les grandes données importantes pour comprendre quels sont les principaux impacts sur l'insécurité alimentaire par la COVID. Donc, il y a 3 grandes données à garder en tête. Il y a le 211 du Grand Montréal, qui est accessible sur le 211qc.ca, qui rapportait en avril 2020 qu'il y a eu que 50% des demandes qui étaient faites auprès du 211 par des citoyens qui avaient besoin de services socio-communautaires, 50% de ces demandes-là étaient faites pour recevoir de l'aide alimentaire. Ensuite, au niveau de Centraide, on rapporte que c'est jusqu'à 28% des adultes du Grand Montréal qui ont eu peine à se nourrir en période de confinement. C'est vraiment au sommet de la période de confinement, au début de la crise. Il y a plusieurs adultes, que ce soit des personnes vulnérables ou pas, qui vivaient dans l'insécurité alimentaire pour différentes raisons. Puis finalement, Moisson Montréal, les grandes statistiques de Moisson qui sont vraiment importantes, c'est que dès le 6 avril 2020, il y a eu une augmentation de 30% des quantités de denrées qui ont été distribuées aux organismes accrédités par Moisson. Et en avril 2021, cette augmentation-là continue, puis on est rendu maintenant à plus de 44% de plus des denrées distribuées aux organismes accrédités comparativement à la même période de l'année précédente. Donc, ça continue d'augmenter la distribution alimentaire par Moisson Montréal. La demande ne se tarit pas. Les organisations continuent à recevoir ces grandes quantités de denrées-là. Je vous rappelle, j'aime ça garder un œil sur vous, puis n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Ensuite, au niveau du 211, c'est super. Tout le monde a accès à ces données-là qui sont accessibles sur le 211qc.ca. Donc, les données de la COVID. Ce qu'on voit ici, c'est ce que je viens de vous dire. En avril 2020, il y avait une explosion de besoins exprimés à Montréal auprès du 211. C'est 11 029 personnes qui ont fait des demandes, puis 50% de ces demandes-là étaient pour de l'aide alimentaire. C'est certainement lié au fait qu'entre février 2020 puis avril 2020, il y a eu une augmentation de 13,4% du chômage à Montréal. Donc, des données une situation sans précédent au niveau du chômage qui a explosé en avril 2020. Ça s'est calmé en juillet 2021, donc près d'un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard, on est rendu à 1835 personnes qui font des demandes au 211, puis l'alimentation est redevenue un des besoins parmi tant d'autres parmi les besoins socio-communautaires au sein de la population. Donc ça, c'était pour le 211. Après ça, il y a eu les mesures sanitaires et de confinement. Donc, toutes les mesures qui ont été imposées pour réduire la COVID-19, la propagation de la COVID-19, ont eu des conséquences involontaires et disproportionnées sur les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion. Ces conséquences-là sont liées notamment aux pertes d'emploi et de revenus. Puis il y a eu de l'insécurité alimentaire liée au fait que il y a eu une difficulté accrue pour se déplacer. Donc, les gens avaient peur de prendre les transports publics, les taxis. On sait que les taxis étaient des vecteurs de COVID au début. Donc, les gens avaient de la difficulté à se déplacer. Il y a eu des services qui ont arrêté de fonctionner, donc des services qui ont arrêté d'être donnés de façon temporaire au niveau du soutien alimentaire. Donc, il y a eu des fermetures temporaires d'organismes, des cessations de services. Il y a eu une augmentation importante des dépenses qui étaient liées à l'alimentation, qui sont passées de 16% en février 2020 à près de 21% en avril 2020. Donc,
beaucoup plus de dépenses liées à l'alimentation. Puis la fermeture des écoles, ça a fait en sorte que, notamment, les élèves les plus vulnérables qui avaient une aide alimentaire à l'école, mais ils perdaient cette aide-là, donc ils se retrouvaient à la maison. Et puis, ça a eu aussi un impact sur la capacité de travail des parents, particulièrement les familles monoparentales. Il y a eu des inégalités territoriales par rapport à l'insécurité alimentaire, les coûts du logement, les revenus. Donc, il y a une étude au Québec sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation qui rapportait que la qualité nutritionnelle des Québécois avait augmenté avec la COVID. Mais il disait aussi que c'était probablement parce que leurs répondants étaient beaucoup des personnes éduquées, pas vulnérables, puis qu'il fallait faire attention à ces données-là. Puis nous, on sait très bien que, ben, au niveau des populations les plus défavorisées, les plus vulnérables, il y a eu une dégradation de la qualité nutritionnelle de leur alimentation. Donc, il y a eu notamment le fait que il y a eu une aide financière gouvernementale qui a vraiment aidé. Donc, à partir du 6 avril 2020, il y a eu la PCU qui était de 2 000 par mois, mais les personnes qui recevaient déjà une aide gouvernementale avant, qui étaient déjà en situation de vulnérabilité, de problématiques d'emploi, ne recevaient pas un montant aussi important. Donc, déjà là, il y avait une inégalité dans l'aide financière gouvernementale. Les coûts des loyers ont vraiment augmenté. C'est la plus forte augmentation qu'il y a eu depuis 2003. C'est entre 2019 et 2020. Il y a eu une augmentation de 4,2 du coût des loyers. Il y avait plus de 210 000 ménages à faible revenu à Montréal qui consacrent plus de 30 de leur salaire pour se loger dans le Grand Montréal. Donc, des personnes qui sont vulnérables économiquement à cause du coût des loyers très cher. Puis finalement, ben, les personnes qui sont en insécurité alimentaire, il y a une bonne partie que c'est des personnes qui sont sans emploi ou en arrêt de travail. Il y a quand même 15 de ces gens-là qui sont en insécurité alimentaire qui, en fait, sont des personnes en emploi, mais qui n'ont pas un salaire suffisant pour se loger et se nourrir. Donc, qui sont en insécurité alimentaire. Il y a eu une hausse des usagers de l'aide alimentaire. Donc, il y a eu on sait, c'est difficile à rapporter en statistiquement. On n'a pas des données exactes de combien de personnes font appel à l'aide alimentaire à Montréal. Ce qu'on sait, c'est comme je vous disais, il y a une hausse de 44 de la quantité de nourriture qui est distribuée par moisson. Puis, une des difficultés qu'on a aussi à savoir, c'est combien de personnes qui sont en insécurité alimentaire en soi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en insécurité alimentaire qui ne vont pas chercher de l'aide alimentaire. Donc, il y a une étude qui rapportait que la majorité des ménages en insécurité alimentaire au Canada, en avril et mai 2021, donc récemment, n'ont en fait pas reçu d'aide alimentaire. Puis, il y a une différence aussi entre, en avril 2020, il y a eu beaucoup de nouveaux demandeurs, mais il y a plusieurs personnes qui sont en insécurité alimentaire, qui sont les personnes les plus marginalisées, qui sont les personnes les plus isolées. Puis ces personnes-là, ben, on peut s'attendre à ce que ce soit les gens qui n'ont pas reçu d'aide alimentaire et qui pourtant sont en situation d'insécurité alimentaire. Puis on sait aussi, ce qui est grave avec ce fait-là, c'est que les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire, plus souvent qu'autrement, ont besoin de référencement vers d'autres services psychosociaux. Donc, particulièrement en période de confinement, il y a eu des problématiques de santé mentale, de violence conjugale, il y a eu des gens qui avaient une fracture numérique, notamment des personnes âgées. Donc, les gens les plus marginalisés ont besoin faut avoir un travail pour trouver ces personnes vulnérables-là qui vivent de l'insécurité alimentaire, mais qui ne sont pas encore pris en charge par le réseau. On a eu des témoignages de personnes qui vivent l'insécurité alimentaire, puis ça nous a vraiment permis de comprendre plus de façon directe comment ça a été vécu, puis je vais vous en lire parce que c'est assez intéressant. Donc, on a Pierre qui raconte « À cause de la COVID, j'ai perdu les liens avec les organismes communautaires. Avant, j'avais des liens. Ils étaient fermés et je n'étais jamais allée chercher quoi que ce soit dans les banques alimentaires. J'avais l'argent pour faire l'épicerie. Je ne faisais pas de cuisine. Donc, quand la COVID est arrivée, ça a été dur. Moi, j'ai reçu un appel automatique une fois, mais je pense que c'est à cause de mon âge. Un robot, peser sur 1, peser sur 2.
Donc, on voit que Pierre vivait vraiment en isolement, puis c'était la première fois pour quelqu'un qui était souvent dans les organismes communautaires, mais qui n'avait jamais eu affaire à avoir de l'aide alimentaire. On a Frédéric qui rapporte: l'intervenante du milieu m'a dit que j'avais la possibilité de recevoir de l'organisme communautaire. J'ai accepté, j'ai appelé, puis eux, ils livrent de l'excellente cuisine, de la cuisine fine. Ils livraient environ 10 repas par semaine. Les portions n'étaient pas gigantesques, mais on en avait juste assez. Depuis quelque temps, on a commencé à payer. Ils ont épuisé la subvention. Cette semaine, c'était la dernière livraison. Moi, j'en ai bénéficié beaucoup, mais pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un logement social, moi, ça me favorise énormément et ça me gênait un peu. Ça ne doit pas être facile de se nourrir avec la pandémie qui continue. Puis finalement, le témoignage de Salah F, c'est vraiment intéressant parce qu'elle parle de comment elle recevait de l'aide. Elle recevait de l'aide, mais elle n'avait plus de choix. Donc, avant, à la banque alimentaire, tu pouvais choisir. Ça, j'en veux, ça, j'en veux pas. Maintenant, c'est interdit. C'est prêt à emporter. Prends, va-t'en. Pour ne pas avoir de contagion. Ils sont généreux, mais il ne faut rien laisser pour ne pas avoir de problème avec la personne suivante. Pas le droit de rien laisser. C'est pour ça que je n'arrive pas à consommer le sac de moutarde. Cette femme-là avait... Salah, c'est un homme. Merci. Donc, Salah avait reçu 3 énormes pots de sacs de moutarde, puis il ne pouvait pas juste en laisser un, puis prendre ce qu'il avait besoin. Donc, on était obligé de prendre tout ce qui nous était donné, puis des fois, ça répondait vraiment pas aux besoins des personnes. Ça, c'était les témoignages. Donc, on est passé rapidement à travers les impacts sur l'insécurité alimentaire à Montréal. Ça, c'était vraiment au niveau des statistiques, l'impact de la COVID sur l'insécurité alimentaire. Je ne sais pas il y a des gens qui ont des questions par rapport à ces statistiques-là, par rapport à certains éléments que j'ai relevés. Il y a Ariane qui a levé la main. Oui, justement, je me rappelle avoir lu un article dans la CBC et il y avait la docteure Tarassou qui avait mentionné justement que un des grands problèmes, c'était qu'on donne de l'argent aux organismes, mais que c'était comme mettre un pansement sur un plus gros problème. Et justement, ces témoignages donnent cette idée qu'on peut pas juste adresser la pauvreté en envoyant de l'argent aux organismes, mais qu'il faut attaquer même le cœur de la pauvreté, qui est le défavorisement matériel. Alors, j'aimerais en apprendre plus au fur et à mesure de cette conférence. Merci. Oui, effectivement, c'est quand on fait de l'aide alimentaire, c'est vraiment effectivement un pansement. On n'est pas en train de régler la problématique d'aide alimentaire. C'est la différence entre ce qu'on a vécu là, récemment, c'était une réponse au choc. Donc, c'est une réponse humanitaire pour répondre aux besoins d'urgence. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment on a su répondre à des besoins en alimentation d'urgence. Après ça, il y a toute l'approche qui est super importante, plus à long terme, de comment on règle la pauvreté, comment on s'attaque réellement à l'insécurité alimentaire. Puis ce travail-là se fait justement au niveau de l'accès à du logement, puis l'accès à un revenu qui est assez élevé pour pouvoir se nourrir. Mais on n'est pas, aujourd'hui, on ne sera pas dans cette analyse-là à long terme de comment s'attaquer à l'insécurité alimentaire, mais vraiment l'impact de la COVID, puis ce qu'on a fait en réponse, je dirais, humanitaire pour répondre à donc, tout ce qui est l'insécurité alimentaire d'urgence. Merci Ariane pour cette intervention, c'est super pertinent. Il y a Alain qui a levé la main. Oui, bonjour. Je voulais juste mentionner qu'effectivement, la PCU, par exemple, a permis à plusieurs personnes quand même de s'en tirer relativement bien. Sauf que la PCU, pas la PCU, en fait, il y a une autre mesure qui l'a remplacée. Il va se terminer le 25 septembre. Donc, il faut s'attendre aussi à un backlash qui va arriver suite à la fin de cette prestation-là. Aussi, on avait des chiffres pour 2020 au niveau de l'augmentation des loyers, sauf que on sait que lorsque les gens vont déménager, l'augmentation des loyers pour 2021, parfois c'est 25-30% d'augmentation.
ça, on le constate dans tous les quartiers, puis en particulier dans les quartiers centraux là, où on a une forte pression immobilière. Donc, ça aussi vient jouer beaucoup parce que c'est des dépenses qui sont incompressibles, ce qui veut dire que souvent, ben, on va compenser par diminuer les dépenses au niveau de la nourriture, des médicaments, etc., etc. Donc, ça, je trouve que c'est un autre élément qui est très préoccupant. Je partage aussi le point de vue qu'il faut évidemment travailler sur les causes de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Il y a des trucs à la base. Sauf qu'évidemment, un peu comme les prestations d'aide sociale et tout ça, ben, c'est tout comme une mesure d'urgence. En fait, faut d'abord travailler la question des revenus, puis de l'accès à un logement, puis tout ce qui peut avoir un impact sur les revenus disponibles d'abord, puis ensuite, on verra peut-être à dire, ben, peut-être qu'on devrait travailler autrement les choses au niveau de la saine alimentation, des trucs comme ça. Mais tant qu'on n'aura pas réglé cette problématique-là au niveau de la pauvreté et des inégalités sociales, on est obligé, on n'a pas le choix de répondre à cette demande-là qui s'est effectivement, lorsque les chiffres le montrent, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup accru, avec beaucoup de gens aussi, de nouvelles populations. Et nous, on a l'impression au niveau du terrain que ça va se poursuivre. Alors, voilà. Certainement. Tout à fait. On va y revenir beaucoup, là, comme je le disais, c'est une intervention qui rejoint certainement ce qu'Ariane disait. Le logement, le salaire, c'est des luttes sur lesquelles, des points sur lesquels il faut travailler nécessairement si on veut régler à la base le problème d'insécurité alimentaire. Là, on est vraiment dans l'analyse de qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'urgence, comment le réseau s'est réorganisé pour répondre à cette urgence-là. Donc, on a fait face à un choc. Mais on sait qu'il y a de l'insécurité alimentaire, qu'il y en a eu plus à cause de ce choc-là, puis qui risque de. C'est quelque chose qui existait avant, qui va exister encore ensuite. Comment on fait pour répondre à ces chocs-là? Merci pour votre intervention. Il y a Sandrine. Oui, ben, je voulais rebondir là-dessus. Dans le fond, moi, je suis animatrice aux cuisines collectives du Grand Plateau. Donc, on organise des cuisines collectives. Donc, c'est sûr que nous, au départ, notre approche, c'est vraiment dans l'éducation populaire, de se rassembler, de briser l'isolement. Puis là, avec la COVID, avec le fonds d'urgence, on a été capable on a dû convertir finalement toutes nos activités qu'on fait généralement avec les familles, les ateliers culinaires avec les enfants pour vraiment faire du dépannage alimentaire. Donc, c'est particulier aussi de notre côté là, de vivre ça parce qu'on n'avait pas nécessairement, les liens, on n'était pas nécessairement habitués de faire ça. Fait qu'il a vraiment fallu qu'on se revire sur un système là, finalement. Mais en tout cas, c'était juste pour rebondir là-dessus un peu, là, pour donner le pouls de ce qui s'est passé dans notre organisme. C'est un excellent pont avec justement les impacts sur le réseau de l'insécurité alimentaire à Montréal. Je ne sais pas si Ariane t'a relevé la main, mais je vais passer au prochain point parce qu'il y a tellement de choses à aborder. Donc, je vais juste... Voilà, merci. Donc, on va voir premièrement les impacts au sein des organisations communautaires. Ça va rejoindre ce que Sandrine, tu viens de nous mentionner. Puis sur la coordination et la communication locale et régionale. Donc, au sein des organisations communautaires, il y a eu des points de rupture, puis il y a eu des adaptations structurantes. Je vais en relever quelques-uns, mais je ne pourrai pas être exhaustive là-dedans parce qu'il y en a beaucoup. Mais on va voir la restructuration au niveau des projets et des services, les impacts sur les ressources humaines, les infrastructures de transport et de logistique, puis matériel et équipement. Donc, au niveau de la restructuration des projets et des services, il y a eu des points de rupture importants, on le sait. Il y a eu de la suspension d'activités, des annulations, des modifications, de la redirection d'activités et de projets. Il y a eu des arrêts des activités alternatives, comme Sandrine, tu mentionnais, tout ce qui est cuisine collective, espace de repas communautaire, des jardins, ça a été vraiment mis en arrêt de façon temporaire pour simplement comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on fait, c'est quoi cette pandémie, comment on fait pour rester en sécurité finalement au niveau des employés, des bénévoles. Donc, plusieurs activités ont été arrêtées au moins temporairement. Il y a eu des fermetures et des cessations définitives des services qui ont été rapportés au 211, mais au final, il y a eu seulement 6 organisations sur les 237 enregistrées au 211 qui ont fermé de façon définitive suite à la COVID. Donc, c'est surtout au niveau des suspensions temporaires qu'il y a eu des arrêts. Puis finalement, au niveau de la production alimentaire, il y a eu des retards dans les activités de plusieurs jardins collectifs.
mais il y a une étude qu'on vient de réaliser au sein du Conseil SAM en collaboration avec le laboratoire d'agriculture urbaine. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau de la production dans les jardins qui étaient voués dont la production était vouée pour des banques alimentaires, donc tous les jardins qui étaient portés par des initiatives en sécurité alimentaire ont eu vraiment une bonne capacité de s'adapter puis de poursuivre leurs activités, contrairement à d'autres types de jardins qui ont eu beaucoup plus de difficultés à finalement poursuivre leur production. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Il y a eu des nouveaux services d'aide alimentaire au niveau des adaptations structurantes. Des fois, je vais dire, je vais les mettre dans l'adaptation structurante, mais ça a quand même eu des points, des chocs dans les quartiers. Donc, il y a eu des nouveaux services d'aide alimentaire par des organisations dont la mission n'était pas en sécurité alimentaire avant. Donc, ça a fait quand même des gros changements dans les dynamiques, dans les réseaux de l'aide alimentaire dans les quartiers. Le format de l'aide a changé, donc il a fallu rapidement, tout le monde, la majorité se sont mis à simplement distribuer et livrer, puis je dis simplement, ce n'est pas simplement, mais la majorité se sont mis à distribuer et livrer des boîtes individuelles de denrées pré-préparées. Donc, comme on l'a vu dans le témoignage, les gens recevaient des boîtes qui étaient pré-préparées, puis c'était ce qu'il fallait prendre. Il y a eu beaucoup de livraisons. Donc, avant, on s'est rendu compte avec la COVID qu'il y a plusieurs populations vulnérables qui avaient besoin de livraison. Plusieurs organisations se sont mis à faire de la livraison, puis même encore à ce jour, on continue à mettre un accent sur le besoin de livrer l'aide alimentaire parce que plusieurs populations vulnérables ont de la difficulté à se déplacer. Au niveau du format de l'aide, alors qu'avant, les services alimentaires, les services d'aide alimentaire étaient réservés à des personnes, disons, qui sont plus vulnérables, il y a eu pendant un certain temps une ouverture des services pour tout le monde. Toute personne qui se présentait, dans certaines organisations à tout le moins, toute personne qui se présentait pour recevoir de l'aide était acceptée. Puis, il y a certaines organisations qui ont fait un appel au CIUS pour travailler sur un système de référencement. Donc, les personnes étaient, premièrement, pour avoir de l'aide, il fallait passer par le système de référencement du CIUS. Donc, ça enlevait une certaine charge de travail aux organisations. Mais ça, ce que je vous dis là, c'est que chacune des organisations a eu des approches différentes à ce niveau-là. Mais certainement que ça a beaucoup changé sur le moment pour répondre aux besoins. Puis finalement, au niveau des activités alternatives en sécurité alimentaire, comme je le mentionnais, les cuisines collectives, les espaces de repas communautaires, il y a eu tranquillement une capacité d'adaptation vers une programmation virtuelle pour certaines organisations. Donc, il y a eu des activités de cuisine qui ont été faites, des ateliers qui ont été faits plus virtuels pour les personnes qui bénéficiaient de ces activités avant, avec tout son lot de limites que ça peut avoir. Au niveau des ressources humaines, il y a eu plusieurs points de rupture, évidemment, parce qu'il y a une grande dépendance des organismes communautaires envers le travail bénévole. On rapporte que c'est 1/4 des bénévoles des organismes communautaires au Québec qui étaient avant la COVID, des personnes de 55 ans et plus. Donc, une grande dépendance à ces bénévoles, ces personnes âgées. Donc, ça a causé tout un tremblement de terre au sein des organismes communautaires. Il y a une grande perte de bénévoles, donc, pour les protéger, ces personnes qui étaient plus vulnérables. Il y a une réduction de la capacité de travail des parents. Donc, au niveau des ressources humaines, il y a une pression, particulièrement pour les parents dont les enfants devaient rester à la maison. Il y a eu un besoin, bien sûr, pour pallier à tout ça, de recruter du personnel supplémentaire. Puis, il fallait assurer, entre autres, la sécurité pour appliquer les mesures sanitaires. Puis, ça prenait aussi des ressources complémentaires, notamment des intervenants psychosociaux. Donc, il fallait recruter rapidement plusieurs personnes, mais en même temps, ce n'était pas possible parce qu'il fallait garder une distanciation physique au sein des organisations. Donc, il y avait un jeu très difficile à jouer au niveau des ressources humaines, alors que les besoins, eux, étaient de plus en plus importants. Il y a eu donc un grand stress. Stress lié justement à l'augmentation de la charge de travail, mais aussi lié au risque de contamination des employés. Puis ça a mené tranquillement
tranquillement, mais sûrement, à un épuisement professionnel. Il y a une étude de l'UQAM qui rapportait que c'était 34% des employés du secteur communautaire qui étaient dans l'épuisement professionnel en 2020. Donc, c'est quand même à prendre en compte pour la suite, puis comment assurer ces services-là qui sont des besoins essentiels de la population, alors que le système est quand même sous pression, puis qu'on a des employés qui sont plus aptes à travailler. Ça, c'était les points de rupture, mais il y a plusieurs adaptations structurantes. Donc, il y a eu du recrutement local qui a très bien fonctionné. Il y a eu quelques collaborations avec des centres d'action bénévoles locaux pour assurer le recrutement. Puis c'est le recrutement qui a mieux fonctionné. Des gens qui étaient recrutés localement, donc qui sont près des organisations communautaires géographiquement. Il y avait une meilleure rétention de ces bénévoles-là, alors que les bénévoles qui étaient des fois embauchés par des plateformes régionales avaient il y avait plus de distance, donc moins bonne rétention de ces bénévoles-là au fil du temps. Il y a eu les prêts d'employés temporaires par les arrondissements qui ont été grandement appréciés, que ce soit au niveau des employés, mais aussi au niveau de la capacité de transport. Donc, non seulement on parle de ressources humaines, mais ça venait souvent, ces prêts d'employés-là, avec des camions pour la livraison. Donc, ça a beaucoup aidé pour poursuivre le travail puis répondre aux chocs. Il y a eu de l'accompagnement des organismes pour l'application des protocoles sanitaires, notamment par les CIUS. Donc, pour être capable de bien comprendre comment appliquer ces protocoles-là qui évoluaient au fil du temps, qu'il n'y avait pas un cadre clair parce qu'on apprenait au fil des jours comment cette pandémie-là, comment la contagion fonctionnait finalement. Donc, c'était pas évident d'appliquer des protocoles sanitaires clairs qui évoluaient au fil du temps. Et puis, il y a eu l'intégration de plans de contingence et de plans sanitaires au sein des organismes. Certaines grandes organisations ont su vraiment faire une présence alternée d'équipes d'employés pour s'assurer que s'il y avait une contamination d'employés, l'autre équipe allait pouvoir poursuivre le travail le lendemain et qu'il n'y allait pas avoir une fermeture complète des services. Donc, il y a eu des plans sanitaires d'urgence par exemple, là, on voit une partie de celui des fourchettes de l'espoir, donc de la formation qui a été mise en place pour savoir quel protocole, comment agir pour être en sécurité malgré cette pandémie-là, pour pouvoir continuer à travailler. Au niveau des infrastructures, des transports et de la logistique, les points de rupture étaient bien sûr aussi importants parce que l'accès à des locaux sécuritaires qui permettaient une distanciation sociale n'était vraiment pas si évidente. Plusieurs organisations ont dû se réinstaller dans des espaces extérieurs ou des espaces prêtés par la ville où il y a eu, on va le voir dans l'adaptation, ce réaménagement-là dans certains espaces plus adéquats, plus sécuritaires. Au niveau de l'approvisionnement, il y a eu une hausse de la demande, donc ça est venu avec une augmentation de l'achat de denrées, donc besoin de ressources financières très, très importantes mensuellement pour répondre aux besoins de la population. Puis, il y a eu aussi une problématique qui est vécue par plusieurs au niveau de l'ensachage des donations qui étaient des denrées qui étaient en vrac, devaient être réensachées dans plus petit. Ça demandait quand même beaucoup de ressources humaines puis de capacités matérielles pour refaire tout cet ensachage-là. La chaîne de froid, ça a été un point de rupture important. C'était déjà avant la crise. Avant la COVID, c'est le rapport de la Fondation du Grand Montréal qui rapportait que déjà avant la COVID, 57% des organisations avaient un manque de capacité pour la chaîne de froid. Là, en plus de ça, on s'est mis à distribuer des repas congelés, que ce soit par la Tablée des chefs, par le réseau alimentaire de l'Est. Donc, il fallait encore plus, il y avait une pression encore plus grande au niveau de avoir accès à des infrastructures qui permettent de garder ces repas-là congelés. Puis non seulement voilà. Ensuite, au niveau du transport, il y avait la collecte chez Moisson et les grossistes qui étaient plus importantes. Puis, en plus, on s'est mis à faire de la livraison de denrées, donc besoin de camions, mais aussi de chauffeurs, ce qui n'était pas toujours pris en compte au départ. On voulait des camions, mais après, il y a toute la problématique de chauffeurs et des personnes qui sont aptes à conduire ces gros camions-là à Montréal. Ce n'est pas la panacée.
je veux dire qu'il n'y en a pas beaucoup nécessairement. Ce n'est pas facile à trouver. Ensuite, au niveau des adaptations structurantes, mais comme je disais, il y a eu des usages d'espaces municipaux pour les locaux. On a fait usage de parcs, il y a eu des chapiteaux qui ont été utilisés. Mais dans certains quartiers, ça a été, et c'est encore une problématique fort importante, d'avoir accès à des locaux qui sont adaptés, qui sont structurés, qui permettent une distanciation physique tout en répondant aux besoins importants de la population. Au niveau de l'approvisionnement, l'augmentation de la quantité distribuée par moisson a vraiment été une adaptation structurante qui a vraiment aidé. On a été capable rapidement d'augmenter cette quantité-là, puis même de continuer dans le temps à l'augmenter. Puis il y a eu beaucoup de, il ne faut pas l'oublier, il y a eu une grande redistribution des surplus du secteur de l'hôtel, de la restauration, puis des institutions qui ont dû fermer, qui ont été redirigées vers des banques alimentaires. Il y a eu la distribution mutualisée des repas congelés que j'ai mentionné de la table des chefs et du réseau alimentaire de l'Est qui a été mentionné souvent comme étant très structurant pour plusieurs organisations. Ça a permis de répondre à la hausse de la demande de l'aide. Il y a eu des initiatives de mutualisation d'infrastructures locales au niveau de la chaîne de froid. Donc, certaines organisations ont su aller chez des partenaires qui étaient très près géographiquement pour faire usage de leurs infrastructures de congélation. Il y en a qui ont mis leurs infrastructures de congélation, qui ont rendu disponibles des infrastructures de réfrigération et de congélation. Ça a été partagé entre certaines organisations. Puis, même chose au niveau des transports, on a eu des initiatives régionales au niveau de la mutualisation de camions, notamment avec le groupe Action Rosemont, qui était au niveau régional, mais au niveau local aussi, il y a eu des prêts de camions entre les organisations. Et il y a eu des protocoles de livraison entre organisations. Donc, pour optimiser la livraison, au lieu que chacun fasse ses propres livraisons, il y avait un partage de ces ressources-là, puis il y a un partage des données de gens, finalement, des usagers des banques qui étaient faites entre les organisations locales. Donc, ça, c'était pour les infrastructures et la logistique. Puis finalement, pour le matériel et équipement, au niveau des points de rupture, il y avait tout le matériel sanitaire, la réception des couvre-visages et des produits désinfectants qui a quand même pris du temps avant d'arriver. Ça a pris dans certains cas des semaines et il n'y en avait pas assez pour répondre aux besoins de tous les bénévoles et des employés, assurer la sécurité au sein des organismes communautaires. Il ne faut pas diminuer l'importance aussi de tous les produits nettoyants qui devaient être utilisés pour assurer la sécurité au sein des organisations. Puis, il y avait étant donné qu'on se mettait à faire une distribution importante de paniers, de denrées, tout ce qui était contenant et emballage, vraiment eu une augmentation des besoins à ce niveau-là. Donc, au niveau des adaptations structurantes, il y a eu une distribution des couvre-visages par les CIUS qui a énormément aidé les organisations à avoir accès à ces équipements-là. Il y a eu des achats groupés de couvre-visages réutilisables par certaines organisations. Puis, au niveau des contenants et emballages, il y a eu des partenariats avec des épiceries, avec des industries pour récupérer des contenants et des emballages, puis avoir accès à ces matériels-là à moindre coût. J'ouvre vos micros. Levez la main s'il y a des éléments de précision que vous aimeriez apporter, des choses que j'aurais peut-être pas assez mentionnées ou que vous relevez qui seraient importantes à mentionner par rapport à tout ça. J'ai Alain qui a levé la main, mais s'il y a quelqu'un, j'aime bien avoir des rotations de personnes qui parlent, mais j'adore quand les gens ne sont pas... À toi la parole, Alain. Donc, c'est Alain Arsenault, organisateur communautaire au Centre-Sud. Je travaille plus dans le Centre-Sud, Faubourg-Saint-Laurent, au niveau de la sécurité alimentaire, mais seulement depuis le début de la pandémie. Un impact qui est quand même positif, ça a été de réveiller, je pense, les autorités fédérales, provinciales, tout le monde municipal, etc. Tous les financements d'urgence qui ont été octroyés, c'est quand même assez phénoménal, mais ça reflète la réalité, enfin. Et moi, ça m'a beaucoup frappé de voir qu'au niveau des financements réguliers, il n'y a pas de spécificité
spécificité sécurité alimentaire, alors qu'à mon sens, ça devrait être un secteur comme tel. Je pense au PSOC, par exemple, ça rentre sous la catégorie personnes démunies. Moi, je serais intéressé, je trouverais ça intéressant peut-être de comparer c'est quoi les sommes octroyées en santé mentale, itinérance, logement et personnes démunies. Mais là, moi, je pense que c'est une catégorie en soi. Et c'est peut-être qu'on devrait peut-être pousser cette réflexion-là, profiter de ce qu'on a identifié des besoins, qu'on a libéré des ressources et tout ça, pour se questionner là-dessus pour la suite des choses, parce que les besoins en ressources humaines vont encore être grands. Les besoins pour compléter les denrées alimentaires là, qui sont fournies par Moisson Montréal ou autres, ça va encore demeurer. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire aussi pour redéfinir cette catégorie-là. Je pense qu'il y a comme un nouveau paradigme, là. Il y a quelque chose là qui a été révélé, puis je pense qu'on doit travailler là-dessus pour la suite des choses. Tout à fait, c'est super pertinent. Je vais venir au fonds d'urgence. Je le retiens pour mon point fonds d'urgence qui va venir plus tard dans la présentation, mais c'est incontournable, tout cet aspect-là. Tout à fait pertinent. Merci. On a Annie Vidal. Bonjour. Moi, je travaille pour l'implantation d'un système alimentaire durable à la Chine. Et écoutez, nous, ça a soulevé beaucoup de questions au sein des organismes communautaires. D'abord, je veux dire, on avait beaucoup de distributions très larges dans les parcs, à l'extérieur, et ça a révélé un niveau de pauvreté qui était insoupçonné, en tout cas qu'on ne voyait pas, particulièrement chez les communautés chez les communautés, différentes communautés culturelles et chez les personnes âgées. Ça aussi, donc, est cédé actuellement, ce sont des besoins qui continuent parce que c'est sûr que les besoins avaient été augmentés par la pandémie, mais c'est des besoins qui demeurent au-delà de la pandémie. Mais comme on n'a demandé aucune justification, on a pu avoir accès à beaucoup de personnes qui, dans le fond, ont besoin mais qui n'osaient pas venir faire des demandes. Donc, ça a été un premier constat, mais ça a aussi posé toutes les questions au sein du regroupement des organismes du groupe de travail en sécurité alimentaire sur la question des justifications qui sont posées, qui sont exigées pour avoir droit à du dépannage, surtout quand on considère que l'alimentation, c'est un droit fondamental. Et que, je veux dire, on ne vient pas demander du dépannage par plaisir. Donc, je voulais juste préciser. C'est une excellente précision et une question philosophique profonde qu'il faut adresser certainement avec l'aide alimentaire. Merci, Annie. On a Zaya El-Masri qui avait levé la main. Oui, bonjour. Zaria du service d'interprète d'aide de référence aux immigrants de CIARI, on travaille à Côte-des-Neiges. Tout ça, c'est hyper pertinent, effectivement, puis surtout la question de logement est au cœur de tout ceci. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait qu'on se réadapte rapidement parce que déjà, on travaille avec une population très vulnérable, c'était la barrière linguistique. Et que ce qu'on avait remarqué, c'est que les personnes qui pouvaient avoir de l'aide, tous les services qui étaient offerts par le gouvernement, les soutiens de la PSU, ainsi de suite, c'était accessible à des personnes qui parlaient la langue, c'était accessible même, le soutien alimentaire disponible, c'était accessible à des personnes qui parlaient l'une des deux langues. Mais toutes les autres personnes que nous, déjà auparavant, on desservait, du jour au lendemain, ils se retrouvaient sans aucun accès à l'information. Alors, nous, rapidement, c'était essentiel qu'on traduise, qu'on fasse de l'interprétariat, puis qu'on se pointe envers des personnes, puis qu'on essaie de les chercher pour effectivement propager l'information. Ça, c'était une grande problématique, que ce soit au niveau de l'accès à l'aide alimentaire, parce que nos services ont arrêté, parmi d'autres organismes aussi qui ont juste retrouvé en arrêt de leurs services. Alors, c'est quelque chose qui était très, très important, puis malheureusement, c'était pas au cœur de toute la façon de trouver des solutions, d'identifier des solutions. Oui, je voulais juste le soulever, ouais.
à fait. Ben, ça va être dans le point, on va aborder tout l'enjeu de coordination, mais aussi communication. Ça, je vais le mentionner plus tard. Effectivement, ça aurait pu être mentionné quand même dans l'adaptation des organisations communautaires, mais je ne passe pas à côté de ce point-là. Ça va venir un peu plus tard, mais merci de le mentionner. On va essayer d'aller vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a tellement d'éléments à mentionner, mais je ne peux pas m'empêcher de vous donner la parole. Fait que, Brigitte, rapidement. Oui, bonjour, donc je suis Brigitte Gagnon, directrice du service 2 en 1. Déjà, merci d'avoir présenté nos données. Je pense que nous, un des enjeux, ça a été de se faire connaître, là, dans le fond, que les gens sachent qu'on existe, puis des deux côtés, là, que les organismes sachent que c'est vraiment important qu'ils nous donnent l'information pour qu'on puisse la transmettre, puis que les personnes qui avaient besoin d'aide sachent qu'ils pouvaient nous appeler là, pour qu'on leur donne l'information. Puis, je fais du pouce là, justement sur ce que la dernière intervention. On a un service en 200 langues aussi, donc on pouvait le faire aussi pour les personnes allophones. Mais là, j'imagine que tout ça s'en vient peut-être dans la question de la coordination, là, donc je n'irai peut-être pas plus loin finalement. Exactement. Ben merci, mais c'est bon quand même de prendre la parole. Puis c'est étonnant de savoir comment il y a plusieurs organisations communautaires qui ne connaissent pas encore le 211. On pourra y revenir parce que ça peut être un outil super structurant pour le réseau. Donc, les impacts au niveau de la coordination, il y a eu donc des points de rupture, des adaptations au niveau des cellules de crise, la communication et les données et les fonds d'urgence. Donc, tous les points que vous venez de mentionner, on les aborde maintenant. Donc, oh mon Dieu, beaucoup trop d'informations sur une diapositive. Il y a eu des cellules de crise, il y a eu une cellule de crise régionale pour l'aide alimentaire d'urgence qui était composée par la Ville de Montréal, Centraide, Moisson Montréal, la Direction de la santé publique, le Club des petits déjeuners et plusieurs autres. Et cette composition a évolué avec le temps. L'objectif vraiment de cette cellule de crise régionale, c'était de se partager l'information sur la prestation des services des organismes. Donc, on savait qu'il y avait des organismes qui fermaient temporairement, il y en a d'autres qui ouvraient. Donc, on voulait savoir qui était actif, quels services étaient disponibles sur le territoire, puis avoir cette mise à jour-là rapide du 211. C'était un des objectifs de cette cellule-là. Il y avait suivre, bien sûr, les enjeux de l'aide alimentaire d'urgence. On voulait avoir des mécanismes de distribution des ressources alimentaires disponibles, donc d'où la participation de Moisson Montréal, mais s'assurer aussi que cette distribution-là est assurée sur l'ensemble du territoire. Puis on voulait mieux comprendre aussi les enjeux des populations vulnérables, puis comprendre comment on peut mieux distribuer cette aide-là. Puis finalement, on voulait identifier des alternatives possibles par rapport à ces différents enjeux. Donc, s'il y avait des points de chute, s'il y avait du soutien financier qui pouvait être fait pour certaines initiatives qui étaient structurantes au niveau régional, puis du soutien d'employés, comme on a mentionné, la Ville qui s'était mis rapidement à mettre à disposition des employés pour les arrondissements. Voyons, je te parle parce que j'essaie de parler trop vite. Le soutien d'employés pour les organisations communautaires. Donc, grossièrement, ça, c'était la cellule de crise régionale. Ensuite, il y avait des cellules de crise communautaires locales qui étaient composées généralement des CIUS, des arrondissements, des tables de quartier puis d'organisations communautaires. Ces cellules de crise-là visaient à adresser collectivement des enjeux transversaux. C'est de bénéficier d'un espace de soutien à la pratique en contexte de COVID, donc partager les connaissances au niveau de comment s'adapter dans le contexte COVID, dans l'ensemble du secteur communautaire, puis répondre finalement aux préoccupations, aux besoins, aux questionnements des différents intervenants communautaires. Donc, c'est des grandes cellules de crise communautaires qui visaient à répondre aux différents besoins psychosociaux de la population, puis d'appuyer le travail qui était fait au niveau communautaire plus généralement. Puis là, la particularité dans notre situation, c'est qu'il y avait aussi parfois, dans certains quartiers, mais pas tous, des cellules de crise alimentaire locales qui parfois étaient intégrées directement dans les cellules de crise communautaire locales, mais pas toujours. Et donc, ça l'a créé vraiment, mais on y reviendra, mais ces cellules de crise alimentaire locales, dont la composition et l'existence variaient beaucoup entre les quartiers,
Leurs objectifs, c'était de collecter l'information sur la prestation des services des organismes qui offrent de l'aide alimentaire d'urgence, suivre les enjeux de l'aide alimentaire plus particulièrement, puis offrir un soutien arrimé en ressources humaines et en finances pour ces organisations-là, qui avaient des grands besoins financiers pour acheter toutes ces denrées. On voulait optimiser les mécanismes de distribution des ressources alimentaires, donc se partager au niveau du quartier possiblement des camions, essayer de voir au niveau géographique comment on peut mieux répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Puis finalement, il y a eu l'identification d'alternatives, donc des points de chute, du soutien financier, du soutien RH pour soutenir les populations vulnérables. Donc, ces 3 niveaux de cellules de crise qui parfois étaient mieux imbriqués que d'autres les unes aux autres, mais elles étaient existantes. Donc, les points de rupture par rapport à ces cellules de crise, généralement, il y avait cette variabilité, la variabilité des structures entre les territoires qui faisait en sorte que ce n'était pas toujours facile de comprendre qui était à la coordination, quelles cellules fonctionnaient, étaient existantes ou pas entre des quartiers et des arrondissements. En même temps, je dis que c'est un point de rupture, mais c'est aussi une adaptation structurante parce que c'est une particularité à Montréal, justement, d'avoir des structures qui sont adaptées à la réalité communautaire. Donc, il y a comme un point de rupture qui est une adaptation en soi, mais bref. Ensuite, on a la centralisation des données qui était très variable entre les cellules de crise. Il y avait des enjeux et des besoins des organisations qui étaient parfois colligés de façon très structurée, puis parfois plus de façon informelle à travers des réunions quotidiennes, mais sans nécessairement structurer ça dans des tableaux. Donc, la centralisation des données, ça variait. Et il y avait un manque de lien entre les institutions scolaires et les centres de services scolaires. Souvent, les cellules de crise ont eu cette difficulté-là avec toutes les institutions scolaires à bien s'arrimer. Mais dans certains cas, il y a eu un très bon arrimage. Donc, au niveau des adaptations structurantes, mais comme je disais, il y a eu des cellules locales en sécurité alimentaire qui ont été très bien intégrées dans les cellules communautaires, qui avaient un bon flux d'informations qui se passait entre ces 2 types de cellules-là. Il y a eu l'usage de Canva de collecte de données hyper structurées dans certaines cellules locales qui ont grandement aidé à faire les suivis des besoins, des enjeux, puis de favoriser la création d'arrimage entre les organisations. Puis, il y a eu des projets, des initiatives collectives locales et régionales qui ont su être mises en place entre les organisations. Un des gros enjeux qu'il y a eu, c'est justement, comme je dis, cette variabilité entre les besoins et les services qu'il y avait au niveau du territoire. Ici, on a la carte qui a été réalisée dans le portrait des acteurs en sécurité alimentaire qui a été réalisé en 2018. Puis on voit qu'en 2018, il y a certains secteurs qui avaient vraiment pas tant d'organisations actives en sécurité alimentaire. Donc, il y a eu dans ces secteurs-là la mise en place de nouveaux services par des organisations des nouveaux services en sécurité alimentaire par des organisations qui n'en faisaient pas nécessairement avant. Donc, au niveau des cellules de crise, l'intégration de ces nouveaux joueurs était très importante pour qu'il y ait un arrimage entre les différents services. Ce qu'on voit aussi, c'est que les quartiers les plus touchés par la COVID, qui ont été finalement Montréal-Nord, Saint-Léonard et Côte-Saint-Luc, une partie se trouve dans un territoire où est-ce qu'il y avait historiquement peu de services, mais ça a quand même été bonifié à travers toute cette crise. Les cellules de crise, comme je disais, il y a une grande variabilité des structures entre les territoires, ce qui est, comme je disais, un point de rupture, mais en même temps une certaine force. Donc ici, on a l'exemple du CIUS du nord de l'île, où est-ce qu'on trouve l'arrondissement Antique-Cartierville et où est-ce qu'il se trouvait la cellule de crise Antique et la cellule de crise Bordeaux-Cartierville, qui n'avaient pas, eux, particulièrement une cellule de crise en sécurité alimentaire. C'était intégré directement dans la cellule de crise communautaire. Corrigez-moi si je ne m'abuse. Ensuite, on a eu des initiatives structurantes par des cellules de crise, comme par exemple à Montréal-Nord, il y a eu un numéro centralisé pour répondre aux besoins. Le numéro des fourchettes de l'espoir qui permettait qui était basé sur un répertoire commun
des organisations, des services offerts, les coûts de ces services-là, et tous les appels des besoins à Montréal-Nord étaient réacheminés vers ce numéro centralisé-là. Donc, un excellent moyen pour répondre à la hausse des appels qu'il y avait au niveau local. Donc, les cellules de crise locales ont généralement été structurées au niveau des quartiers, mais leur coordination varie d'un quartier à l'autre. Les tables de quartier ont certainement joué un rôle central dans la coordination de ces cellules de crise alimentaire, d'aide alimentaire d'urgence. Au niveau de la communication et des données, il y a eu des points de rupture assez importants dans les communications régionales et locales. Donc, on avait des communications top-down. Donc, de l'information qui devait passer au régional jusqu'aux cellules alimentaires locales, qui parfois ne se rendaient pas. Donc, des cellules de crise qui prenaient contact, par exemple, avec le Conseil SAM pour comprendre qu'est-ce qui se passe et quelles sont les ressources parce qu'on n'en a pas, nous, dans notre quartier. Donc, il y avait des fois cette difficulté-là de faire passer l'information d'un niveau à l'autre, mais de haut en bas. Puis, il y avait tout le bottom-up, qui est des données des organisations, donc la fermeture des services, les services offerts, les enjeux vécus par les organismes. C'était assez difficile de faire remonter jusqu'au régional cette information-là. Donc, et puis finalement, les besoins des populations vulnérables aussi. Les organisations communautaires sur le terrain avaient cette vision-là de quels sont les besoins actuellement. Et puis, il fallait faire remonter ça jusqu'au régional. Puis ça n'a pas été toujours facile de faire remonter cette information. Puis au niveau horizontal de la collaboration entre les quartiers, il y avait des quartiers qui se ramassaient à avoir beaucoup d'usagers d'un autre quartier adjacent pour des raisons quelconques. Puis il y avait ce manque de capacité de partage de données, de connaissances des autres services des quartiers adjacents, puis le partage d'informations et d'enjeux. Il y en a eu quelques-unes des initiatives structurantes interquartiers, mais en soi, c'était souvent plus on reçoit des gens de Saint-Léonard ou on reçoit des gens de tel quartier, je nomme un quartier, mais on reçoit des gens de tel ou tel quartier. Où est-ce qu'on devrait, en fait, comment on peut faire pour les envoyer dans les ressources qu'il y a dans leur propre quartier? Puis, il y a eu, comme ça a été mentionné, la communication aux citoyens. Donc, une grande fracture numérique qui est vécue par les populations vulnérables en situation d'insécurité alimentaire, une méconnaissance des ressources existantes par les citoyens. Ça a été prouvé par un événement, par exemple. Il y a eu un centre de services scolaire qui a envoyé un courriel à des parents pour parler, par exemple, du 211. Puis, à ce moment-là, le 211 a crashé momentanément parce qu'il y avait trop de demandes tout d'un coup sur leur plateforme. Donc, ça démontrait qu'il y avait plusieurs parents qui étaient en situation, qui avaient besoin d'aide psychosociale communautaire, puis que, c'est ça. Ça a créé ce crash-là. Puis finalement, comme on a mentionné, les enjeux de la langue, super importants. Que ce soit par rapport aux populations immigrantes qui sont parfois allophones, donc qui ne parlent ni français ni anglais. Donc, il fallait vraiment avoir une capacité de traduction importante. Certains quartiers, certains organismes communautaires avaient des ressources qui auraient pu être peut-être plus partagées, où il y avait vraiment des spécialisations comme ça que si les communications régionales et locales avaient été plus fortes, il y aurait encore plus pu avoir de la mutualisation. Mais au niveau des quartiers, il y a quand même eu des quartiers qui ont su bien mutualiser ces ressources-là entre ressources communautaires en aide alimentaire. Donc, des adaptations structurantes, justement, je disais qu'il y avait des problèmes de collaboration interquartiers, mais il y a eu des collaborations intra-quartiers. Donc, excellent partage de bonnes pratiques, de ressources, d'outils, d'opportunités dans les différents quartiers. Les cellules de crise en aide alimentaire ont vraiment aidé à mettre en place des réponses coordonnées très importantes, très structurantes. Il y a un partage de données anonymisées de la clientèle des banques alimentaires. Je ne vous dis pas que c'est nécessairement... J'avais mis un triangle qui s'est ramassé un peu trop bas. Il était à côté de ce point-là. C'est en fait qu'il faut faire attention à ce genre... Ces initiatives-là ont rapidement été mises en place dans certains quartiers. Il y a un enjeu de sécurité de données. Il y a plusieurs enjeux liés à ça, mais ça a permis d'optimiser, entre autres, le transport de l'aide alimentaire dans certains quartiers. Au niveau des services
alimentaire communautaire en cours, puis les données des usagers, ben là, comme je disais, il y a encore un partage de données, de données communes d'adresses anonymisées. Excusez, j'ai remis la même donnée. Je vais prendre une pause. Il y a eu aussi un partenariat pour le partage de données et le soutien financier. Donc, il y a eu une redirection des fonds de soutien de services alimentaires scolaires vers une organisation communautaire. Donc, dans le cas du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, il y a eu les fonds qui étaient alloués pour le soutien alimentaire qui a été réorienté vers une organisation communautaire pour que les élèves puissent continuer d'être desservis en aide alimentaire. C'est un cas qui aurait pu être plus généralisé, mais c'est une excellente adaptation qui a été faite à ce niveau-là. Puis, si on tombe dans la communication aux citoyens, comme j'ai mentionné, il y a des centres de référencement qui ont été mis en place. Il y a des centres de référencement tels que 211, tels que on retrouve dans l'ouest de l'île, qui étaient déjà existants. Ça a vraiment aidé à amoindrir le travail des organisations de quartier qui devaient répondre à plusieurs demandes de quantité phénoménale de demandes. Il y a eu des cartographies des services de livraison d'épiceries locales qui a beaucoup aidé. Donc, renvoyer les citoyens vers des épiceries qui avaient des services de livraison, ça pouvait alléger le travail des organisations communautaires. Il y a eu des pamphlets, il y a eu du publipostage, il y a eu des initiatives sur les réseaux sociaux. Il faut que j'aille plus vite parce que j'ai beaucoup trop d'informations, puis il faut que ça avance. J'arrive au fonds d'urgence. Donc, point de rupture au niveau des fonds d'urgence. Il y a eu un effet cumulatif au niveau de l'administration. Il y a eu plusieurs fonds d'urgence qui étaient fort appréciables, beaucoup d'argent qui a été rendu disponible, mais les organisations se sont ramassées à devoir faire des applications à n'en plus finir. Puis même si on peut voir en bas dans l'adaptation structurante, il y a eu une simplification des processus de demande et octroi de financement, il y avait quand même un effet cumulatif, une lourdeur administrative assez importante pour répondre, être capable de justement bénéficier de ces fonds-là. Parfois, il y avait un manque de clarté sur les critères et les qualifications pour les fonds d'urgence. Puis, le fait que, par exemple, il y ait des doubles financements qui soient refusés, ça a généré quand même certaines frustrations parce qu'on se ramassait à avoir un projet très structurant, mais qui avait, par exemple, déjà un petit financement par un bailleur de fonds, mais qui aurait pu être encore plus bonifié, mais il n'y avait pas de double financement disponible. Donc, ça a généré des frustrations. La redistribution des fonds a été aussi difficile parce qu'il manquait de données standardisées sur les services offerts et les besoins de la population. On voulait comprendre où étaient les besoins, est-ce qu'il y avait des services manquants par rapport à ces besoins-là dans la population, puis est-ce qu'on pouvait aider certains territoires plus que d'autres à justement répondre à ces besoins-là? Est-ce qu'il y a des territoires qui avaient besoin de plus d'aide parce qu'il y avait des manques de services? Pour les adaptations structurantes que je n'ai pas nommées, ça a quand même beaucoup aidé le travail. La COVID a fait en sorte qu'il y ait une plus grande coordination entre les bailleurs de fonds, notamment grâce à l'outil Radar de Centraide. Vous pouvez avoir accès à cet outil-là sur Internet, puis ça a été vraiment un gros travail par Centraide de centraliser les données par rapport aux bailleurs de fonds, puis mieux comprendre qui donne quoi où. Puis au niveau local, il y a eu un excellent travail des coordinations locales en sécurité alimentaire pour faire des applications au fonds d'urgence. Donc, les coordinations des tables de quartier, puis ceux qui assuraient la coordination des cellules locales en aide alimentaire d'urgence ont beaucoup aidé à faire formuler des demandes de financement concertées entre des organisations pour mettre en place des projets structurants au niveau des quartiers et aller chercher des fonds d'urgence pour ça. Ça, c'était pour tout ce qui était communication, coordination et fonds d'urgence. Je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, mais si vous avez certains éléments... Bon, merci. Merci pour l'applaudissement. Il y a Martin Crépeau qui a levé la main.
Donc, bonjour, je suis conseiller en développement communautaire à l'arrondissement de Ville-Marie. En fait, un autre point de rupture que nous, on a pu observer au niveau des fonds d'urgence, c'est qu'il y a peut-être eu une différence entre des demandes qui ont été concertées, donc plusieurs organismes qui sont mis ensemble pour déposer une demande versus des organismes qui ont fait cavalier seul, qui ont déposé directement. Puis donc, justement, au moment du traitement, on a pu avoir l'impression que dans les demandes concertées, le montant était moindre, puis quand on le répartit en fonction des organismes, ça se retrouvait probablement un montant moins important versus un organisme qui aurait déposé tout seul. Fait qu'on on est venu à la conclusion, est-ce que ça valait la peine de travailler aussi fort pour concerter des demandes, de dire on veut travailler ensemble pour répondre plus largement à notre population, mais finalement, parce qu'on se met ensemble, on est peut-être défavorisé dans les montants qu'on reçoit. C'est peut-être quelque chose à réfléchir là, ultérieurement. Oui, c'est super intéressant. Je n'avais pas relevé ça à travers toute la méthodologie. Merci. On pourra vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous aimeriez soulever qui n'auraient pas été abordés du tout? On passe aux pistes de solutions déjà. Magnifique. Donc, quelques pistes de solutions à prioriser pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience du réseau en cas de crise. Donc, comme on a mentionné, il y a comme le travail sur le long terme pour combattre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Il y a aussi tout le travail qui est fait pour répondre aux chocs comme ça, des solutions pour être plus capable de répondre à des chocs, des crises qui pourraient aider à structurer le travail du réseau. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est des principes de la résilience qui ont été relevés par un travail, une étude qui a été réalisée au sein du Conseil SAM. On s'est demandé quels sont les principes de la résilience, puis on a essayé de les appliquer ensuite à des solutions pour le réseau de l'aide alimentaire. Je voudrais juste revenir rapidement, là, parce que je vous ai demandé, quand vous êtes inscrit à l'activité, nommer une initiative ou un projet ayant eu un impact particulièrement structurant pour votre organisme pendant la pandémie. Puis, il y a eu plein de réponses, mais alors, les cellules d'urgence ont certainement beaucoup aidé. Le référencement, certains projets ont eu un impact structurant dans les quartiers, notamment Cultiver l'espoir. Mais les cellules de crise, les fonds d'urgence sont revenus beaucoup. Donc, je voulais juste vous repartager ça. Puis l'appui par les arrondissements a été nommé plus d'une fois. Donc, cette solidarité-là qui a été, puis le partage à travers notamment les cellules de crise, puis les fonds d'urgence qui ont été rendus disponibles ont été relevés. Donc, je voulais vous revenir là-dessus. Donc, quelques pistes à prioriser. Bien, on a premièrement renforcé la cohésion du réseau. Donc, au niveau des communications, on pourrait établir une plateforme de référence centralisée pour les organisations en sécurité alimentaire afin de communiquer les opportunités de financement, les mesures d'urgence, puis les autres informations incontournables pour le réseau au niveau régional. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les organisations communautaires ont été complètement sous une tempête de courriels. Et puis, ça a été très difficile de finalement prendre connaissance de toutes ces informations-là, puis il n'était pas centralisé à un seul endroit. Donc, si on avait une plateforme comme ça où est-ce que toutes ces informations-là se trouvent, déjà, les organisations communautaires, les intervenants en sécurité alimentaire pourraient savoir, bon, toute l'information est là, les opportunités de financement, tout se trouve là. Ensuite, au niveau de la coordination, ça serait possible de proposer des canevas standardisés de collecte de données afin de faciliter le travail de coordination locale et régionale. Je vous ai dit qu'il y avait des problématiques de savoir c'est quoi les enjeux, les besoins des organismes communautaires, puis faire remonter ça au régional, puis d'assurer un suivi. Puis si tout le monde s'accordait sur des canevas assez similaires, bien, on serait capable de vraiment plus rapidement avoir un meilleur flux de données à ce niveau-là, sans nécessairement l'imposer, mais proposer d'emblée des canevas comme ça, des outils qui peuvent être utilisés au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements, ça peut aider les intervenants. Il y a un exemple super inspirant que je vous invite à aller voir, qui est un exemple, mais qui pourrait certainement être bonifié, mais la plateforme Rhizome du Chicago Food Policy Action Council, qui est le
Conseil de politique alimentaire de Chicago. Ils ont mis en place une genre de plateforme comme ça, un répertoire de ressources en sécurité alimentaire qui intègre des bases de données, qui intègre des ressources qui sont déjà existantes, mais ils ont rassemblé toutes ces ressources-là sur une seule plateforme. Donc, je trouvais ça très intéressant. Ça suivait, c'était une démonstration de ces idées-là qu'on avait pour les communications puis la coordination. Ici, là, je vous montre rapidement des outils qui ont été utilisés. Par exemple, ça, c'est un outil de Pointe-Saint-Charles pour comprendre juste le suivi de qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, c'est quoi les services qui sont maintenus, les activités spécifiques COVID. Donc ça, c'était une base de données. On a ici, ce qui arrive, c'est chacun de son côté, chaque quartier faisait à peu près la même chose sur leur propre Canva, alors que c'était très similaire et qu'on aurait pu facilement mieux partager ces données-là à l'interne. Donc, on voit encore les horaires de service, les coûts des services, est-ce que la livraison est possible, la fréquence. Donc, plein d'informations qui aident justement la coordination, puis la réponse, puis le référencement des personnes dans le besoin. Ici, on a l'Est de Montréal, encore une fois, les enjeux, ça c'était au niveau des enjeux des organisations. Donc, il y a une cessation de dépannage alimentaire de 2 organismes. On voit c'est quel quartier qui était, où est-ce que c'était vécu, les pistes de solutions, les actions, les personnes responsables. Donc, un superbe canevas pour aider à la coordination. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été fait, qui a été mis en place par la table de quartier sud-ouest de l'île, qui, eux, avaient un seul outil, mais qui était structuré en 3 différentes feuilles. Donc, on avait les besoins de la population qui étaient relevés à chaque réunion. Ensuite, on avait les besoins des organisations. Puis là, on voit c'est quoi la problématique, le besoin, c'est quoi le statut de cette problématique-là, est-ce qu'il y a une réponse? Puis on peut assurer un suivi comme ça. Puis les opportunités de partage entre les organisations. Donc, les organisations disaient, nous, on a, par exemple, cette ressource-là pour répondre aux personnes âgées. On a 150 volontaires qui sont disponibles. Si vous avez besoin de volontaires, on peut vous les rendre disponibles. Donc, un partage de ressources entre les organisations. Donc, ce travail-là était incontournable par les cellules de crise et la coordination des cellules de crise locales, puis ces canevas-là. Les cartographies des services offerts en aide alimentaire ont beaucoup aidé pour la communication aux citoyens. Plusieurs cellules de crise locales ont su monter des beaux outils pour communiquer cette information-là, des pamphlets qui étaient souvent mis dans des paniers, distribués dans les paniers pour que non seulement l'aide alimentaire soit connue, mais aussi tous les autres services connexes, le référencement connexe à l'aide alimentaire. Donc, on veut aussi diversifier les leviers pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, premièrement, on veut, dans une crise, dans une situation de crise qu'on retient, c'est qu'il faut maintenir l'accès au commerce alimentaire puis les transports en commun. Ça fait en sorte que quand on a des explosions d'insécurité alimentaire au sein de la population, par exemple, quand on dit que 28 % de la population montréalaise a été en insécurité alimentaire, c'était notamment dû au fait qu'il y avait une attente incommensurable dans leur commerce local, puis qu'ils devaient se rendre plus loin pour aller faire l'épicerie, puis que finalement, ils n'étaient pas capables d'avoir accès à l'épicerie. Donc, répondre aux populations qui sont moins vulnérables par le maintien des services réguliers, ça, c'est une base. Ensuite, assurer l'accès à un service gratuit de livraison d'épicerie pour les personnes vulnérables. Déjà ça, il y a des personnes vulnérables qui n'ont juste pas la capacité de se déplacer, qui ont quand même des moyens, ou des personnes vulnérables qui n'ont pas de moyens, qui ont besoin d'un service de livraison. On le voit, le Food Policy Council, le Conseil de politique alimentaire du Rhode Island, ils ont lancé très récemment un service de livraison comme ça pour les personnes qui bénéficient déjà de programmes d'aide alimentaire. Donc, c'est une initiative qui permet d'aider tout le volet de livraison. Ensuite, on veut renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, arrêter justement d'être dépendant du don alimentaire puis travailler sur l'aide aux revenus, les coûts du logement,
Puis, il y a aussi l'approche de coupons de fruits et légumes qui permettent de faire en sorte que les citoyens ont plus de pouvoir d'achat. On leur donne les moyens d'accéder aux services réguliers par le renforcement de leur pouvoir d'achat. On veut développer des approches basées sur la tarification sociale. Il y a un magnifique document qui a été rendu disponible le mois passé par le TIES qui explique comment la tarification sociale est employée en sécurité alimentaire pour favoriser l'accès à des services pour tous et tous. Donc, c'est un moyen alternatif aux dons. Et puis, on veut maintenir les repas scolaires et offrir des services alternatifs en cas de fermeture des écoles. Donc, il faudrait assurer des standards minimaux et un suivi des plans de contingence développés par les centres de services scolaires pour le soutien alimentaire. Donc, il faudrait que les centres de services scolaires fassent plus que simplement dire « allez voir les organisations communautaires du quartier si vous avez besoin d'aide ». Il y a des standards minimaux qui devraient être faits à ce niveau-là. Pardon. Ensuite, on veut renforcer la capacité d'action et les infrastructures locales. Donc, au niveau de la coordination locale, ben, on a vu toute l'importance qu'il y avait à mettre du financement, à mettre des ressources nécessaires pour assurer la coordination en sécurité alimentaire. Donc, dans les quartiers, ce travail de coordination-là pourrait être appuyé financièrement. Ça a été une problématique dans plusieurs quartiers d'avoir cette ressource-là, d'avoir du financement pour assurer cette coordination-là, assurer la réponse. Encore au niveau du financement, c'est sûr que la problématique de renforcement, renforcer le financement à la mission, puis les financements récurrents pour les projets locaux structurants, on va y revenir. Il y a d'ailleurs un magnifique financement de la DRSP qui vient d'être lancé il y a 2 jours. Je vais vous mentionner ça plus tard. Pour l'approvisionnement et la distribution des denrées, c'est sûr qu'on pourrait renforcer les initiatives de production locale qui sont dirigées vers les organismes en sécurité alimentaire, qui sont dirigées vers les personnes les plus vulnérables. Il y avait déjà une excellente capacité d'action structurante dans les jardins qui sont supportés par des organismes spécialisés en sécurité alimentaire, mais on pourrait mettre encore plus d'efforts dans la production locale, en agriculture urbaine. La capacité de production est quand même forte à Montréal. Au niveau de la redistribution, on veut renforcer les liens entre les organisations en sécurité alimentaire et les producteurs, les transformateurs et les grossistes. Donc, il y a plusieurs organisations en sécurité alimentaire, notamment, je pense à la Corbeil-Bordeaux-Quartier-Ville, qui fait ce travail-là d'aller chercher des surplus des producteurs et des grossistes, mais surtout les surplus des producteurs pour faire une redistribution au sein des organisations communautaires. C'est super structurant, ça aide à structurer l'ensemble du réseau. Donc, poursuivre le travail qui se fait déjà par certains. Au niveau du maillage, ben, il y a des initiatives d'approvisionnement mutualisées au niveau régional et subrégional qu'on peut toujours continuer à pousser plus. Et puis, ben, on le voit de plus en plus au niveau des quartiers suite à la COVID, il y a eu beaucoup de mutualisation de transport dans les quartiers au niveau local et régional. Puis même renforcer les infrastructures de stockage au niveau des quartiers. On l'a vu avec le nouveau financement de fonds d'urgence pour l'insécurité alimentaire locale du fédéral qui est venu renforcer beaucoup les capacités de stockage en donnant des infrastructures de réfrigération puis de congélation et de transport dans les organisations communautaires de quartier. Finalement, la circularité. Donc, la circularité, c'est tout ce qui est lié à l'auto-évaluation, à la capacité de réflexivité, donc comprendre qu'est-ce qui se passe, puis s'améliorer, se regarder et s'améliorer. Donc, assurer une rétroaction continue entre les acteurs régionaux et locaux. Donc, c'est à travers notamment cette plateforme-là centralisée, on serait mieux à même de suivre les besoins, les enjeux des organismes locaux, puis avoir ce lien, renforcer ce lien-là entre le régional et le local. Établir et maintenir des mécanismes de participation citoyenne pour les usagers des services d'aide alimentaire et des personnes marginalisées. Plusieurs quartiers, plusieurs organisations ont déjà
ce type d'initiative-là, puis ça permet vraiment d'avoir une meilleure adaptation de nos services par rapport aux usagers. Ça se fait présentement, il y a des projets tant au niveau régional que local pour y arriver, puis il faut le maintenir, il faut continuer ce travail-là d'adaptation. Puis réaliser une analyse des risques et vulnérabilités du réseau de l'aide alimentaire et plus largement de notre système alimentaire. On sait qu'on est dans une époque où est-ce que les crises vont se succéder. La crise qu'on a eue présentement de la COVID a des particularités bien à elle. On peut s'attendre certainement à ce qu'il y ait d'autres chocs comme ça, que ce soit au niveau sanitaire, mais aussi climatique, qui pourraient atteindre des vulnérabilités qui n'ont pas été nécessairement atteintes dans la crise COVID. Donc, ça, un peu se préparer à mieux se préparer au choc en analysant ces risques-là, ces vulnérabilités-là qui sont bien au-delà des risques sanitaires pour avoir une vision globale plus solide par rapport à tout ça. Ça, c'était pour les pistes de recommandation. Il est 11h51, j'ai dépassé mon temps. Je vais prendre les quelques minutes qui restent jusqu'à midi. Si vous voulez, je comprendrai si les gens doivent quitter. On a Ariane qui a levé la main. Justement, une bonne piste de solution, puis j'ai lu le rapport du Centre alimentaire Centre-Sud. Ils ont proposé la petite carte proximité, justement, qui était une carte incitative pour permettre que les populations locales en situation d'insécurité alimentaire puissent acheter des produits locaux qui sont sains. Et justement, cette idée de donner à des personnes plus un pouvoir d'achat pour non seulement acheter des produits frais, mais des produits frais locaux qui encouragent plus l'économie locale, c'est vraiment une super belle initiative de leur part. Je vais encore lire plus, mais je trouvais que ça, c'était surtout développé en période de COVID. Ça, je trouve que c'était une super belle piste concrète pour aider les personnes en situation de vulnérabilité. Merci beaucoup. Oui, puis même dans mon courriel de retour, je vais vous partager une pétition au niveau fédéral qui est en train de rouler, qui serait super importante à signer et à partager dans vos réseaux, qui est une pétition qui demande à l'instauration de programmes de cartes de proximité comme ça, de coupons d'achat dans des marchés de fruits et légumes. C'est une pétition qui demande l'instauration de ce type de programme-là dans l'ensemble des provinces. Donc, il y a un financement pour ça. Au Québec, effectivement, on a la carte proximité du Carrefour alimentaire Centre-Sud qui roule, mais on pourrait en avoir beaucoup plus de ce type d'initiative. Mais à Montréal, on a la chance d'avoir ce superbe projet qui va très bien. Merci, Ariane. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, des pistes de réflexion, de solutions qui n'auraient peut-être pas été abordées? Je suis désolée, c'était tellement condensé. Super, il n'y a personne. Donc, je vais pouvoir conclure. Pour la suite des choses, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a d'autres bilans qui s'en viennent, puis on va pouvoir continuer à faire ce travail-là qu'on a fait. Je veux dire, il y a le réseau des communautés nourricières qui a leur propre bilan, plus au niveau du Canada, d'initiatives intéressantes qui ont été mises en place pour répondre à la COVID. Donc, ça va être vraiment super intéressant de pouvoir lire ça. La démarche pour la résilience du système alimentaire se poursuit. Donc, nous, au niveau de l'espace cuisine, on veut renforcer nos actions et surtout au niveau du partage, des espaces de partage comme on fait. Ça a été lancé, l'espace cuisine, pendant la COVID. Donc, évidemment, tous nos événements étaient des webinaires, mais éventuellement, on a bien hâte de pouvoir vous inviter à des activités de réflexion en présentiel. Donc, vraiment se rencontrer puis renforcer encore plus les liens entre les intervenants puis avoir des réflexions sur des enjeux de fond sur la sécurité alimentaire à Montréal. Donc, je vous remercie vraiment pour votre participation. Je vais prendre une gorgée avant de vous clôturer ça. Pardon. Et je vais vous envoyer l'information si vous ne l'avez pas déjà reçu. Il y a un appel de la projet de la Direction de la santé publique qui vient d'être lancé il y a 2 jours, qui s'appelle « Des communautés résilientes post-COVID » et qui parle justement, qui vise à
à donner notamment un accès économique ou physique aux aliments sains des populations vulnérables. Donc, c'est vraiment un appel à projet qui est axé pour les populations vulnérables. Donc, ils ont bien su répondre aux besoins de relance post-COVID. Donc, il y a une possibilité de financement pour des projets d'évaluation aussi. Il y a une possibilité de financement pour des projets qui sont déjà financés. Donc, c'est vraiment un super appel à projet, vraiment intéressant pour tout notre réseau. Je vais vous envoyer aussi l'évaluation du webinaire. Si vous pouvez m'envoyer vos commentaires, ça me fait toujours vraiment plaisir de tenter d'améliorer nos ateliers. Pour le prochain webinaire, est-ce qu'on va parler de serres de quartier, des pratiques exemplaires pour favoriser l'inclusion en sécurité alimentaire, des outils de coordination pour la récupération d'invendus au niveau des quartiers? Il y a vraiment plein de thématiques qu'on pourrait aborder. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires. Moi, je suis là pour échanger avec vous et mieux comprendre comment renforcer notre réseau de l'aide alimentaire à Montréal. Et puis finalement, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds, la Fondation Lucie André Chagnon, Centraide, la Fondation du Grand Montréal et l'Institut pour l'alimentation populaire. Donc, merci énormément d'avoir participé aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous envoie plein d'informations suite à ce webinaire par courriel. Puis, au plaisir de vous revoir prochainement.